Et on en parle avec Fumutoto, vous êtes de l'opposition, géniteur de la troisième voie, bienvenue. Merci. Ernest Nyoka, vous êtes cadre de la MP, merci d'être venu. Merci Mathieu. Norbert Yamba, vous êtes de la société civile, bienvenue. Merci bien. Crispin Goy, député national de la majorité, bienvenue. Merci. Alors, est-ce que les M23 demandent l'impossible en cherchant à réviser la Constitution, la formation d'un gouvernement de transition? La rébellion va très loin jusqu'à demander la dissolution du Sénat, la dissolution des assemblées provinciales et la démission de tous les gouverneurs. Alors, je commence avec quelqu'un de la majorité. Crispin Goy, vous êtes député national. Demande impossible ou légale? Merci beaucoup. L'autre fois, sur ce plateau de Télé 5 ans, j'avais dit que le M23 sera coincé au mur. Jusqu'à ce qu'ils manqueront à dire. Voilà maintenant qu'ils sont coincés au mur, au moment où la communauté internationale les déclare comme la force négative, ils commencent maintenant à demander ce qui n'est pas demandable. Ils commencent à demander ce qui n'est pas faisable. Nulle part au monde, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est déjà sur les plateaux de la démocratie. Déjà, deuxième élection qui s'est passée. Toutes les institutions mises en place. Et il faut être de très mauvaise foi pour demander la dissolution de toutes les institutions de la République. Il faut être de très mauvaise foi pour croire que tout ne va pas. Il faut être de très mauvaise foi pour penser que c'est le moment où il faut mettre le Conseil national de transition. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous remettre à l'éternelle transition. C'est comme je le disais. Vous savez que l'histoire se répète. L'histoire se répète pourquoi? Vous avez vu en 1990, lorsque on a présenté au public ce qu'on appelait la démocratie à trois, le multipartisme à trois, et après le multipartisme à trois, c'était tout le monde qui s'est lancé dans la politique. On a libéralisé les tout. Après avoir libéralisé les tout, on est entré dans la transition la plus longue, qui était de 7 ans, pour permettre à ceux que tous ceux qui voulaient faire leurs aventures, ils le faisaient. Maintenant qu'on a mis fin à cela, et d'ailleurs, moi je peux même me permettre que ce qui avait même énervé M. Laurent Désiré Kabila, puisque pendant que cette transition était là, pendant que nous changeons de gouvernement au jour le jour, il y a eu toute une série de premiers ministres. Blunda Bouloulou, Moulumba Lukoji, Moulumba Lukoji 1, Moulumba Lukoji 2, Kisekedi 1, Kisekedi 2, Birindwa, Ngouza Karlibon, Kengo Wadondo, Général Likoulia, toute une série. Pendant qu'on changeait tous ces gouvernements, les peuples mouraient de faim. Pendant qu'on changeait tous ces gouvernements, les écoles étaient en train de se détruire, les routes se détruisaient, les médicaments manquaient dans des hôpitaux. C'était la crise généralisée. C'est ce qui avait même énervé pour mettre fin à ce genre de blagues. La demande du M23 ne sera jamais acceptée par le gouvernement de la RDC, alors c'est un blocage total. Pas seulement par le gouvernement, par tout le peuple congolais. Aucun Congolais n'acceptera jamais que nous puissions retourner à la situation de 1990, où nous avons une transition la plus longue sans savoir où. D'accord. Autre son de cloche, vous, Fumutoto, vous êtes de l'opposition, bien sûr, géniteur de la troisième voie. Ce que revendique le M23, vous êtes d'abord d'accord quand il revient sur la légitimité du pouvoir en place, les élections qui seraient mal organisées. D'accord avec le M23? Messieurs les journalistes, nous avons déploré la mégestion de M. Kabila et sa suite bien avant l'apparition de M23. Nous avons participé au processus électoral de 2006 sans M23. Nous avons participé au processus électoral et démocratique de 2011 sans M23. Je me retrouve, je ne peux pas me retrouver dans les revendications du M23 pour une simple raison sur laquelle nous n'avons pas choisi les armes comme moyen pour avoir des grades militaires et des postes politiques. Pourtant, c'est ce que vous réclamez tous les jours ici. Alors, mais M23 a raison, parce qu'il a la chance d'avoir un président qui n'écoute que le langage des armes. Parce qu'on ne peut pas comprendre. CNDP, parti politique de la majorité, signe, mouvement rebelle à l'époque, signe un accord avec qui Joseph Kabila et suite, en 2009. Maintenant, M23 qui apparaît au mois de mars 2012
sans procuration préalable du CNDP, invite les gouvernements au dialogue. Ce gouvernement qui a vu les élections mal passées ici, ce gouvernement qui a refusé de négocier avec les gens qui n'ont pas les armes, ce gouvernement qui a vu les élections publiées au milieu des chars à Kinshasa, ce gouvernement qui a dit qu'il ne peut pas négocier avec les rebelles, il va négocier seulement avec les agresseurs, c'est le même gouvernement qui va et nous dit je ne veux pas négocier avec M23, nous allons évaluer. Est-ce que lorsqu'on va évaluer le vieux Maïla, il est aussi expert dans les programmes, projets de société, de développement. Est-ce que lors de l'évaluation, on donne encore de nouvelles revendications? Non. On évalue ce qui a été programmé ou projeté. Mais lors de l'évaluation, on n'évoque pas de nouvelles revendications. C'est à partir du moment où les rapports de force ont changé entre M23 et le gouvernement, et que M23 a fait tomber Goma et a trouvé que ce gouvernement est incapable de protéger les Congolais, que l'homme 23 maintenant monte dans ses revendications. Nous ne pouvons pas soutenir ni ce gouvernement qui n'a jamais été capable de sécuriser les Congolais, parce que je suis surpris. Ni le M23. Ni le M23. Ils sont ensemble. Vous soutenez quoi? Ils sont ensemble. Nous soutenons un combat du peuple par le peuple et pour le peuple. Et qui le ferait alors? Et qui le ferait, c'est nous, le peuple congolais, qui avons choisi la liberté d'expression, les élections crédibles comme moyen pour arriver au pouvoir. Mais ces belligérants qui n'ont jamais eu de discours politiques clairs, des idées politiques claires, mais qui sont devenus des hommes d'État par la force des armes, ils ne changeront jamais la situation de ce pays. Alors, s'il vous plaît, je cite. Le député Ngo, il dit ceci, que non, au temps de Mobutu, on changeait les premiers ministres, chaque fois le peuple ne se retrouvait pas. Et voir maintenant beaucoup les premiers ministres. Où est-ce que le peuple congolais s'est retrouvé? Où est-ce que ça marche? Si la justice ne marche pas, où est-ce qu'on peut encore imaginer aller? Allez voir ce qui se passe au parquet général de Matete, où le procureur général de la République donne une demande judiciaire d'information pour un dossier où quelqu'un... Ça, c'est autre chose, s'il vous plaît. Je vous retire la parole, s'il vous plaît. On continue les débats. Fumoutoto, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si la justice marche, est-ce que la CNA a bien organisé les élections? On évolue. Madame Ernestine, c'est vous qui donnez les réponses. Madame Ernestine, vous êtes juriste, cadre de la majorité. Alors, pour l'abbé Apollinaire Malou Malou, il n'est pas question de remettre en cause l'ordre constitutionnel et institutionnel de la RDC, et le M23 serait sorti outre les cadres définis par la CIRGL. A-t-il raison? Mathieu, l'abbé Apollinaire Malou Malou a raison. Mais avant de lui donner totalement raison, j'aimerais d'abord quand même qu'on fasse un petit pas en arrière. Vous avez souvenance, sur le même plateau ici, nous vous avions dit, les gens ont crié partout, les tireurs de ficelles ont crié partout, que le gouvernement avait signé des accords cachés avec les M23. Lesquels accords accordaient je ne sais quels autres avantages tellement extraits que le peuple, que la RDC ne pouvait pas connaître. Aujourd'hui, ces accords ont été mis en œuvre. Aujourd'hui, il y a des pourparlers sur ces accords, mais les M23, qui, soit dit en passant, des anciens de CNDP d'hier, qui prennent les armes au motif que l'accord n'a pas été respecté, c'est bien plutôt, c'est là qu'il faut faire remarquer que le M23 avait un agenda caché. Parce que ces accords du 23 mars 2009, lorsque vous lisez les préambules, évoquent des grands textes. Parmi les grands textes, les grandes lois, que moi je peux appeler grandes, celle de notre pays, la Constitution. Et donc, lorsqu'on fait référence à la Constitution et qu'on signe des accords, ça veut dire que c'est l'ordre constitutionnel, en fait, qui doit être respecté. Là, je rejoins l'abbé Malou Malou. C'est l'ordre constitutionnel qui doit être respecté. Ensuite, il faut ajouter les règlements intérieurs qui ont été signés avant que les différents points à débattre soient exprimés. Ces règlements intérieurs ont repris en plus la Constitution. Donc, le pourparler, même si au-delà de l'accord du 23 mars 2009, des points devaient être ajoutés, dans le pourparler, on devait tous s'en tenir, toutes les parties aux choses au pourparler, doivent tous s'en tenir à la Constitution de la RDC. Je conclue en disant ceci. L'agenda caché de M23, c'est maintenant que cet agenda apparaît.
Mais en plus, il y avait déjà un préambule de cet agenda caché. Les M23 demandent le cessez-le-feu. Alors que les M23 savent que s'ils sont arrivés au stade où il faut avoir des pourparlers, c'est bien une décision des chefs d'État de la CIRGL qui avait décidé. Mais les M23 demandent quand même le cessez-le-feu. Parce qu'il a son agenda caché, les M23 cherchent comment appliquer cet agenda. Les M23 se rendent compte que même le cessez-le-feu, il ne peut pas l'obtenir. Il sait aussi qu'il faut respecter quand même les points qui ont été prévus dans les règlements intérieurs. Avec la Constitution comme sous-bassement, les M23 préfèrent encore sortir de ces cadres en ajoutant qu'il faut Conseil supérieur de la transition, il faut balayer la Constitution, le Sénat, il faut balayer les assemblées provinciales. En fait, il faut balayer tout l'ordre constitutionnel et institutionnel établi sous base des élections, en fait, sous base des principes démocratiques. Alors, les M23 ne veulent pas de ce pourparlers. Les M23 a son agenda. Ça, c'était un prélude. Il nous prépare à un second blocage, et un blocage le plus profond. Et qui pourra peut-être durer longtemps. Alors, la société civile, vous avez la parole. Nous sommes des chroniqueurs politiques, on attendait la société civile qui demandait la restructuration de la CENI, la société civile qui décriait l'organisation des élections générales. Les mêmes choses revendiquées maintenant par les M23, d'accord avec cette organisation terroriste? Vous dites déjà que c'est une organisation terroriste. Selon les Nations Unies. Moi, je ne peux pas non plus, sur ce plateau, dire que nous adhérons à la vision d'une organisation terroriste. Mais pourtant, vous avez les mêmes revendications. Même si certaines revendications, visiblement, ont été faites avant la naissance du M23 par la société civile. Mais ce que je voudrais simplement dire ici, c'est que nous avons accepté de négocier avec le M23. Nous avons plusieurs fois insisté que nous avons été visiblement agressés par le Rwanda, l'Ouganda, et qu'il était nécessaire aux envoyés du gouvernement dans les négociations de tout faire pour dégager la responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda. Il me semble qu'on n'est pas arrivé à faire cela. On a reconnu, on a légitimé la rébellion, même si des sujets rwandais se trouvent dedans. Et donc on se trouve en situation où on est en train de réfléchir avec, n'est-ce pas, une rébellion interne. Une rébellion interne qui visiblement apporte des revendications. Parfois des revendications inacceptables. Mais il faut apaiser les esprits. Nous sommes en négociation. La dernière fois, quand les gens se sont retrouvés en Kampala, ils avaient arrêté un ordre du jour. Dans l'ordre du jour, il y a l'évaluation de l'accord du 23 mars. Il y a aussi l'analyse des questions sociales, politiques, économiques et sécuritaires. Et donc, les différentes revendications entrent véritablement dans ce créneau-là. Mais croyez-moi, les revendications sont les déshydratats de ce qui représente une partie. Et lorsqu'on commence les négociations, on peut monter les enchères. Je considère les revendications de M23, c'est dans le sens de monter les enchères. Et j'ai suivi d'ici moi ce matin, sur Radio France Internationale, disant que oui, bon, nous avons fait des revendications, nous finirons par nous entendre parce qu'on va arrondir les ongles. J'ai dit, mais écoutez, il y a des gens qui sont en train de s'amuser avec notre pays. Les gens s'amusent avec notre pays par une mauvaise traitance de ce qu'a représenté les problèmes. Madame, on peut tout dire, mais il y a un problème. Fumutoto vous a dit ici que lorsqu'il y a un problème dans notre société, au lieu de comprendre que la gouvernance suppose que les gens soient en interaction dynamique, les gens discutent, dialoguent, recherchent des options consensuelles qui permettent de pouvoir dédramatiser les relations politiques, il me semble que cela n'est pas véritablement ancré dans la culture de la classe politique, notamment de la majorité, qui estime que lorsqu'on dialogue, c'est une façon d'arracher les différents postes qui les occupent, etc. Et donc, cet esprit de jouissance, d'euphorie de jouissance, permet qu'aujourd'hui, même les inventariés trouvent un terrain fertile, ou même des graines pourries sont en train de germer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, au regard des rapports de force sur le terrain, le M23 est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'il sait que, bon, ils ont pris Goma sans difficulté. Ils peuvent prendre Bukavu si n'était
ce qu'il y a eu comme pression externe et interne, etc. Et donc, ils savent quelle est la capacité du gouvernement de la République à tenir le coup. Et ils disent, bon, ils peuvent monter et finalement, ils vont arriver à les revendications. Moi, je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, madame, vous qui êtes de la majorité, vous qui croyez que le Congo peut fonctionner autrement, vous qui insultez Mobutu à longueur de journée qu'il a mal géré, aujourd'hui, on a besoin véritablement d'une cohésion. Et la cohésion suppose que les acteurs politiques se parlent. Et qu'on se parle sur un certain nombre de problèmes. Et ce sont ces problèmes-là, une fois qu'on se met dans une situation consensuelle, on va construire ce qu'on nous appelons des synergies gagnantes. Mais si on fait fi, parce que j'entends les différents politiciens de la majorité dire « Bon, on ne peut pas dialoguer, d'ailleurs c'est un forum, sans condition ». Où ils savent que sans condition, ben, on veut quoi finalement? Lorsqu'on discute, on veut véritablement trouver une solution. On veut apaiser les esprits. On veut dédramatiser les relations. Mais parce qu'effectivement, il y a eu tension. Comment dégonfler ça? Il faut que chacun s'exprime et qu'on dégage un consensus. Mais vous dites non, pas question, pas question, pas question. Comme j'attends mon frère sans pouvoir restituer les contextes, parce que les différents gouvernements qui se sont succédés, il y avait un contexte. Et la force de l'intellectuel, c'est d'avoir photographié les contextes et savoir se poser la question, est-ce que telle solution qui a été prise, ça correspond par exemple par rapport au contexte de l'époque. Aujourd'hui, il y a un problème. Qu'on le veuille ou pas, même dans un dialogue, le M23, dès lors que la majorité l'a légitimé dans le soubat des négociations, lorsqu'on va véritablement opter pour un dialogue qui permette de pouvoir avancer, il faut prendre aussi en considération le M23. Ah, voilà. On ne fera pas autrement que ça. Donc les différentes composantes, vous avez la majorité, vous avez l'opposition politique, institutionnelle, extra-parlementaire, et le M23. Ce sont les différents compartiments qui visiblement doivent discuter sur des questions de fond. J'attends lorsque l'opposition, et là je termine sincèrement Mathieu, parce que ça nous inquiète, nous qui sommes de la population, la majorité dit, lorsque l'opposition a dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous aussi nous pouvons participer? Non, pas question, pas question. Le problème concerne M23 et le gouvernement. Attention, attention, il ne faut pas confondre que le Congo n'est pas l'implantation du gouvernement. Le Congo, c'est notre propriété, le Congo, c'est notre village, le Congo, c'est notre plantation, c'est notre église. Et donc, lorsqu'il y a un problème qui se pose au Congo, personne ne l'a acheté. On a intérêt d'associer tout le monde. Il n'y a pas un groupe qui peut se dire, non, nous nous sommes appropriés parce que nous avons payé le coût. Ah, mais non! Ça, c'est une erreur d'approche et c'est une erreur de pouvoir décourager les bons esprits. Vous parlez de la CNI, je vais terminer. Vous parlez de la CNI, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a nuance au niveau de l'approche entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale voudrait qu'on fasse une CNI politisée, où on a besoin de politiciens par rapport à cela. Et le Sénat dit, écoutez, référons-nous de l'expérience antérieure. Alors maintenant, on va encore mettre des politiciens qui vont encore faire des potes-potes. Ce ne sont que des propositions. Attention, propositions jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, maître est là, Madame Erstine, sait qu'elle est juriste, etc., que la loi a été adoptée. Elle va aller chez le président de la République pour signature. Aujourd'hui, la société civile est en train simplement de demander au président de renvoyer cette loi immorale, irresponsable, qui ne photographie pas les contextes, dont les gens sont dans une euphorie de justice, oubliant véritablement les problèmes qui se posent dans notre pays. Et c'est incorrect. Et ça aussi, là, vous êtes d'accord avec l'M23? Nous avons réclamé avant l'M23. Et si vous écoutez seulement le langage de M23, et si avec le M23 on peut trouver solution, tant mieux. Mais nous on n'adhère pas parce que je vous ai dit qu'il y a un schéma opératoire. C'est un peu flou. On est ensemble avec eux, on n'est pas ensemble avec eux. Il y a un schéma opératoire. Il y a un schéma opératoire. Je t'avais dit plusieurs fois ici sur ce plateau, il y a un schéma opératoire. Toutes les revendications de M23, ce n'est pas dans le sens de changer tout ça. Ils veulent s'intégrer. Ils ont nommé leurs généraux, ils ont nommé leurs majors, ils veulent entrer pour avoir l'impérium, ils veulent prendre leurs personnalités pour les intégrer au niveau du gouvernement. Ils vont prendre leurs gens pour les ramener parce qu'ils ont même augmenté le nombre de réfugiés, etc. Qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement avoir une grande démographie à l'est de la République, dans la perspective de pouvoir avoir je vous pose la question, vous répondez en deuxième partie de cette émission. Pour Raymond Tshibanda, il reste ferme. Kampala n'est pas et ne sera pas sans bis. Est-ce que le gouvernement finira par céder à cette pression de M23? Vous êtes député national de la majorité. Je crois qu'il est grand temps de parler du peuple. Le peuple congolais ne va pas céder à ces caprices-là. Le peuple congolais ne va pas céder.
Pourtant, le peuple n'est pas représenté là-bas. Le peuple congolais est dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le jeu est clair. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est tout simplement trouver les voies et moyens de prendre 10% de la République. C'est ça l'objectif de M23. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la distraction. Et M23 n'est que le bras du Rwanda et de l'Ouganda. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils distraient. Est-ce que vous ne fouillez pas les débats? Le M23 réclame des choses précises. Le M23 d'abord n'a droit à réclamer, puisque ce n'est même pas une institution. Ce n'est pas la population congolaise représentée. C'est tout simplement les bras du Rwanda et de l'Ouganda qui cherchent à agresser. Pour la société civile, vous avez légitimé le M23 en acceptant de dialoguer avec ces groupes qualifiés plus tard de terroristes par les Nations Unies. Il n'y a pas eu de dialogue. Sur ce même plateau, nous en avons parlé l'autre fois, que si le gouvernement, la société civile et les autres sont allés rencontrer le M23, c'était pour évaluer les accords du 23 mars. Voir si en réalité, devant tout le monde, puisqu'on estimait que ces accords étaient secrets, il fallait les mettre sur la table, voir devant tout le monde quelles sont les compositions de ces accords. Alors, et quels sont les articles qui avaient été respectés. Pourtant, c'est une contradiction quand le gouvernement congolais, la délégation de la RDC, signe cet ordre du jour incluant les questions sécuritaires, les questions politiques, économiques, questions sécuritaires politiques, reviendrait sur l'actualité du jour. Personne ne leur a donné mandat d'aller signer ça. Ah voilà. Alors, Fumutoto, votre réaction? Mais il y a un problème de communication. J'ai comme l'impression que notre cher député n'est pas dans le débat. Il dit ceci, le 23 c'est le Rwanda et l'Ouganda. Or, vous avez signé ces accords le 23 mars 2009. Vous confirmez au peuple congolais que vous n'avez pas signé les accords avec les rebelles, vous les avez signés avec les étrangers. Ça, c'est la première chose. C'était avec le CNDP. Il faut bien préciser. Non, mais M23 signifie... Non, non, il n'y a pas contradiction. Dès lors que les M23 réclament les accords que le gouvernement a signés avec le CNDP sans procuration préalable du CNDP et que le gouvernement accepte de répondre à ces négociations, ça signifie que CNDP signifie M23, M23 signifie CNDP. Ok, on évolue. Maintenant que le député dit que ces gens-là ne sont pas des Congolais, ça signifie qu'ils ont signé les accords avec les étrangers. Or, le ministre Raymond Tshibanda, dans la première partie des négociations à Kampala, avait dit ceci, que le gouvernement avait respecté 80% des accords signés avec le CNDP. Ça signifie que ce gouvernement a intégré officiellement les étrangers dans la gestion des longues institutions. Mais il faut faire la part des choses. Les Français est clair. Respecter 80% des accords ne veut pas dire qu'on a intégré X. Non, mais dans ces accords, je cite, transformer le mouvement rebelle en parti politique. Ces partis politiques des étrangers exercent leurs attributions politiques au Congo. Or, le parti politique est national et non international ou régional. Ça signifie que nous avons un gouvernement qui a déjà vendu le Congo aux étrangers. Et ça, c'est le député national de la majorité qui l'affirme ici. Vous êtes témoin, peuple congolais. Non, non, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez il a droit quand même à la parole. C'est une accusation. Vous n'avez pas évolué dans une déduction qui ne dépend que de vous-même et qui ne tourne que de votre tête. J'ai été clair. Les accords ont tourné entre le gouvernement et les mouvements. Vous avez dit que ce ne sont même pas des Congolais. Les groupes armés, suivez-moi. Il y avait les accords entre le gouvernement vous pouvez me protéger. Il répond, et les groupes armés. Vous êtes protégé. Il y a des accords quand il y a le gouvernement et les groupes armés. Ça s'est passé à l'intérieur du pays. Mais le Rwanda est venu tout simplement profiter de cela. Oh, le Rwanda est venu profiter de cela. Alors, je ne change pas. Je dis clairement. Non. Il faut qu'on soit clair et qu'on dise la vérité à la population. Je vous ai compris. Lorsque, suivez-moi, un instant, lorsque le Rwanda en a profité, le Rwanda a trouvé tout simplement une petite porte. Il en a profité pour utiliser le bras qui était le M23. Et quand il a utilisé le M23, le M23 a semé la désolation pour permettre au Rwanda d'atteindre l'objectif. Puisque le Rwanda a un agenda caché. L'agenda caché, c'est lequel? C'est tout simplement prendre les trop pleins de chez lui, le ramener ici chez nous et exploiter les richesses de l'Est. C'est ça l'objectif. Ah, voilà. Alors, maintenant, quand ils ont commencé à faire du bruit, il suffisait tout simplement qu'on présente devant le public les articles de cet accord et qu'on évalue, qu'on voit. Après l'évaluation, on pouvait voir ce qu'il C'est clair, monsieur. Alors, vous terminez votre... Voilà, il dit ceci. Le 23
Ce ne sont plus des Rwandais, ce sont des Congolais, mais c'est plutôt les Rwandais qui profitent derrière. Mais si nous avions un régime fort et capable de nous protéger, même si les Rwandais venaient profiter, les Rwandais n'auraient pas fait tomber comme. C'est encore une preuve que votre régime n'est pas capable de nous protéger. Mais pourquoi vous restez au pouvoir? J'évolue dans le débat, monsieur le journaliste. Voilà. Deuxièmement, si vous acceptez que l'M23 ou les rebelles ne sont pas des agresseurs, mais le ministre des Affaires étrangères n'a pas qualité d'aller trancher un problème entre les Congolais. Le ministère des Affaires étrangères, c'est lorsqu'il s'agit des problèmes entre le Congo et les autres pays. Mais pourquoi vous n'avez pas chargé le ministre des Affaires étrangères et intérieures qui a qualité de gérer les questions internes? Là aussi, c'est un problème de science. Pourquoi vous avez divorcé avec la raison dans votre façon de gérer? C'est aussi un problème. Si c'est un problème entre les Congolais, le ministre des Affaires étrangères vient faire quoi? Moi, je suis politologue. Écoutez, Fumutoto retourne tout droit à l'université puisqu'il y a l'amalgame dans votre il me coupe la parole. Pourquoi il y a l'amalgame dans votre tête? Qui vous a donné la parole, monsieur le juge? Où est-ce qu'on s'est retrouvé? C'est comme ça qu'on doit parler. Écoutez-moi, c'est comme ça que vous représentez au Parlement. Écoutez, voilà. L'évaluation vient de la réunion de CICRGEL. Mais c'est là l'implication. Donnez-vous la parole, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Tout le monde ce sont les présidents. Le député a peur de ses échecs. Acceptez pas mon vous n'allez pas amener l'amalgame sur le plateau de télévision. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Il n'y a pas l'amalgame. Qui dérange? C'est moi? Non, je suis dans l'intervention. Je vous précise que j'explique pourquoi. Non, mais vous n'avez pas la parole, messieurs les députés. Donnez-lui même 30 secondes. Là-bas. Vous avez encore 30 secondes pour mentir. S'il n'y avait pas la réunion qui s'est passée de CRGL avec les différents chefs d'État, ce sont les différents chefs d'État qui ont demandé à ce que le gouvernement puisse voir, évaluer les accords qui s'est passé le 23 mars. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères s'est impliqué dans l'affaire. Et vous terminez ça, vous voulez condamner pourquoi le ministre s'est retrouvé. Je peux terminer, je peux parler. Non, mais ne continuez pas avec l'amalgame. Soyez précis et scientifique. Il n'y a pas d'amalgame. Il y a une grande différence en science entre le bon sens et la science. Moi, je parle dans le jargon politologique. On est allé évaluer les accords qu'on a signés avec les rebelles. Lorsqu'il y a un problème interne, le ministre des Affaires étrangères n'a pas qualité de gérer ces opérations. Et cela est démontré au regard de toutes les pratiques politiques du monde entier. Je vous fais plutôt remarquer que vous ne respectez jamais même les normes réelles de l'État. Ça, c'est déjà alors dit. Que celles que vous avez inventées ne sont pas les plus. Maintenant, revenons au débat. Le M23 est une rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est un esprit qui veut renverser l'ordre en place. Et le gouvernement a tout le moyen de l'État pour maintenir la rébellion. Mais si aujourd'hui le M23 arrive à changer les catalogues, les calendriers, je ne sais pas, l'agenda, comme vous voulez, parce que le M23 sait que nous n'avons pas une armée capable de tenir devant les revendications ou les avancées des rebelles. Et surtout que, je vais vous dire la solution, c'est très simple. Qu'est-ce qui empêche à M. Kabila de rencontrer Tshisekedi et que lors de leur entretien, ils nous disent ce que nous devons faire? Pourquoi il est en train de Pourquoi seulement rencontrer Tshisekedi? Mais le problème électoral ne se pose pas entre Fumutoto et Joseph Kabila. C'est entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Et si tous ils sont des Congolais, ils peuvent se rencontrer et nous épargner de beaucoup de bêtises. Pourquoi il doit contourner la réalité pour venir aujourd'hui dire que la préoccupation maintenant c'est de négocier avec les rebelles alors que les élections se sont mal déroulées? Mais on a l'opposition elle est représentée à Kampala. Par rapport à la CENI. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a élection dans les bas Congo entre les gens de la majorité eux-mêmes. Ils ne sont pas contents de ces élections entre eux. Et vous voulez que nous puissions apprécier, nous, la CENI? Cette CENI politisée à outrance. Ah voilà, c'est bien dit. Ok, on arrête par là. Alors, Madame Ernestine, il faut réagir, vous êtes du pouvoir. Pour Fumutoto, une des premières solutions serait la rencontre du pouvoir, donc du président Kabila avec l'opposant historique de la RDC, Étienne Tshisekedi. À part cette solution, il y a d'autres pistes de solutions? Je crois, Mathieu, il y a de l'amalgame dans ce que Fumutoto est en train de dire. Souvenez-vous, au lendemain du dialogue intercongolais, M. Tshisekedi, l'UDPS, était parmi les composantes qui devaient occuper le poste 1+4. Mais dans toute cette turbulence de négociations, M. Tshisekedi ne s'était pas retrouvé. Et M. Tshisekedi, pendant tout le processus du mandat 2006, M. Tshisekedi a continué à réclamer ce poste. Quel poste? C'est que d'occuper le poste en tant que composante de l'opposition non armée. Tshisekedi a continué à revendiquer ce poste.
Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on est en démocratie. Le principe, c'est la majorité gagne, la minorité perd. La majorité n'a La pas gagné. majorité qui a